Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11 et je suis très heureux, vraiment, de recevoir le docteur Michel Desmurger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, que vous êtes chercheur au CNRS et directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup de bruit. C'était en 2019 aux éditions du Seuil, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Nous sommes en 2023. Rien n'a changé, je dirais même plus. Beaucoup de choses ont empiré. C'est vrai ou pas, Michel Desmurger ? Oui, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on a atteint des pics d'usage. Il faut que les gens se rendent compte des usages. Si je peux me permettre juste de chiffres pour bien poser le problème. Allez-y. Voilà, les enfants, dès la fin de maternelle, début de primaire, ils frisent les 3 heures par jour. On parle ici uniquement des écrans récréatifs, c'est-à-dire la télé, les jeux vidéo et 3 heures d'écran par jour. Oui, au collège, ils frisent les 5 heures. Et puis, et les ados, ils tutoient allègrement, voire ils dépassent les 7 heures. Donc, au lycée, 7 heures. Oui, donc si on fait le cumul, en fait, sur l'enfance d'un enfant, du temps qu'il a passé sur ces écrans récréatifs, c'est-à-dire que, voilà, je sais pas, à regarder Hanouna, à jouer à GTA, et puis à faire des vidéos sans intérêt sur TikTok. Si on compte, pour que les gens se rendent compte, c'est l'équivalent, une année scolaire, c'est presque 900 heures. Donc si on compte, c'est l'équivalent de 27, juste ces 3 activités-là. Jeux vidéo, réseaux sociaux, et puis vidéo au sens large, télévision, etc. C'est l'équivalent de, télévision et tout ce que ça inclut. C'est l'équivalent de 27 années scolaires. Les enfants consument 27 années scolaires entre 0 et 18 ans sur ces activités-là. Donc on est dans des choses colossales. On a toujours l'impression qu'on a tapé l'Everest et que ça va commencer à descendre. Et puis d'études en études, alors il y a eu un pic évidemment sur le confinement, qui s'est redescendu, mais en redescendant, c'est resté plus haut que ce que c'était avant le confinement. Et d'études en études, systématiquement, ça continue à monter. Et ça finit par poser, quand on est sur ces degrés d'usage-là, ça finit forcément par poser des problèmes. Alors, nous allons voir quels sont les problèmes que ça pose. Mais auparavant, je voudrais qu'on évoque TikTok. Parce que c'est aujourd'hui la première plateforme pour les ados. TikTok, c'est chinois. Ne l'oublions pas. Et en Chine, on a bien compris les dangers puisqu'on a limité la consommation de TikTok. Oui, alors d'abord TikTok c'est pas le même, et puis l'usage des réseaux sociaux pour les enfants et notamment les ados est drastiquement contrôlé. L'usage des jeux vidéo aussi est drastiquement contrôlé. À Taïwan, dans les pays asiatiques en règle générale d'ailleurs, à Taïwan, exposer des jeunes enfants c'est considéré comme une maltraitance. Exposer des enfants entre 2 et 18 ans plus d'une demi-heure consécutive dans la journée, c'est considéré aussi comme une maltraitance et ça vous vaut immédiatement une amende de 1 500 €. Alors je sais pas s'ils collent l'amende ou pas, mais en tout cas c'est symbolique. Donc les pays asiatiques ont pris conscience. En Chine, ils ont dit, voilà, ces activités-là se font au détriment du développement de l'enfant. Un officiel chinois à qui on posait la question disait, mais vous assassinez votre économie, TikTok c'est important. Il disait, ces enfants sont l'avenir de la nation. Donc un certain nombre de pays commencent à prendre conscience, indépendamment des régimes politiques, commencent à prendre conscience des dangers que ça peut avoir et commencent à prendre des mesures. Mais il n'y a pas que les pays, c'est-à-dire que les gens, alors il y a les fameuses enquêtes et les fameuses anecdotes, mais qui sont signifiantes quand même, des gens comme Steve Jobs et les gens de l'industrie numérique eux-mêmes qui protègent allègrement leurs enfants de ces outils-là. Il y a les gens comme moi qui connaissent cette littérature, mes collègues, qui protègent aussi brutalement leurs enfants de ce que ça peut avoir de négatif. Dangers, alors, voilà, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est pas une campagne technophobe. Il s'agit pas de tout jeter, de dire faut jeter les écrans. Voilà, l'informatique, l'usage des écrans, du numérique, c'est des choses qu'il faut enseigner à l'enfant. Ce dont on parle ici, c'est les usages récréatifs. Et quand vous mettez ces outils dans la main d'un enfant, c'est pas vers les usages supposément positifs qui va se tourner, c'est systématiquement et quasi exclusivement vers ce que ces écrans peuvent avoir de plus débilitant, vraiment c'est le mot, en termes d'usage récréatif. Les Chinois protègent leurs enfants tout en vendant leurs produits aux nôtres. Bah oui, c'est-à-dire que ils ont compris qu'il y avait un problème, et ils considèrent que c'est pas de leur responsabilité de s'occuper des nôtres, et dans leur esprit, si j'ose dire, si on est suffisamment irresponsable ou pas malin ou suffisamment biaisé vers l'économie au détriment du développement intellectuel et cognitif et social et émotionnel de nos enfants, c'est pas leur problème. Alors quels sont les effets négatifs d'une trop grande exposition? On a 2 heures. Non, alors les effets principaux, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une littérature colossale. Ça fait 60 ans, ça a commencé avec la télé, puis ensuite ça a été les jeux vidéo, puis on a commencé à s'intéresser aux smartphones, aux outils mobiles, etc. Les grands effets se portent
Sur la réussite scolaire, en fait, la réussite scolaire, c'est l'élément le plus global qu'on a. Ça dit pas tout d'un enfant, c'est clair, mais ça dit un certain nombre de son fonctionnement intellectuel, son fonctionnement émotionnel, social. Donc, on a des effets négatifs majeurs sur la réussite scolaire qui sont médiés. Ça a été mesuré, ça a été mesuré. Ça a été mesuré. Il y a des dizaines d'études qui sont groupées dans ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui... Les études, elles travaillent à 5% de chance. C'est-à-dire quand vous observez une différence, c'est est-ce qu'elle a beaucoup de chance d'arriver ou pas. Donc, vous vous trompez forcément 5 fois sur 100. Oui. Voilà. Donc, quand vous investissez, donc, il y a des études où on se trompe et il y a beaucoup d'études où on se trompe pas. Donc, l'idée, c'est de réunir tout ça. Et ces études-là montrent clairement que la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ça a des effets négatifs marqués sur la réussite scolaire des enfants. Voilà. Ces effets, ils sont bien expliqués en termes de causalité parce que vous avez des effets sur le développement du langage, qui ont une double source. Au départ, le langage, il se développe dans les interactions verbales entre les parents et les enfants. Au départ, c'est les échanges verbaux, notamment intrafamiliaux. Il y a un effondrement. Juste pour prendre un exemple, dans une famille, quand la télé est allumée, l'enfant, il va entendre 150 mots par heure, et quand la télé est éteinte, il va en entendre 1000. Et on sait vraiment... d'accord. Oui, non, c'est colossal. Voilà. Et donc, le premier étage de la fusée, il est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai quand les enfants sont sur les écrans, mais c'est vrai quand nous-mêmes adultes sommes sur les écrans. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, c'est juste de les informer. Quand nous-mêmes parents sommes sur nos écrans, on parle moins à nos enfants. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est la lecture, qui est absolument sinistrée. Or, le langage, il est dans la lecture, c'est-à-dire que les conversations orales qu'on va pouvoir... La conversation qu'on a maintenant, il y a moins de richesse langagière, il y a moins de richesse syntaxique et grammaticale qu'il y en a dans un livre d'enfants d'école maternelle. C'est-à-dire que la richesse de la langue, elle est dans les livres. Un enfant qui lit pas, il peut pas développer son langage. Donc voilà pour le langage. Le deuxième étage de la fusée, c'est la concentration. On nous a fait tout un pataquès sur les jeux vidéo et l'attention, mais on parle ici d'un type attentionnel qui est une attention visuelle, qui consiste à réagir très vite à ce qui se passe dans notre environnement. Un zombie sort, je le flingue, ce qui n'a absolument rien à voir avec la concentration. La concentration, c'est au contraire éteindre tout ce qui se passe dans l'environnement et couper les informations externes pour pouvoir focaliser. C'est le contraire de la concentration. C'est exactement le contraire de la concentration. C'est le même mot, on appelle ça attention, mais c'est exactement, strictement le contraire de la concentration. C'est une attention d'intérêt marginal. Quand on prend la concentration au sens de capacité à se focaliser sur une tâche en focalisant les ressources cérébrales, tous les écrans, quels qu'ils soient, ont des effets négatifs, notamment le smartphone. C'est des études qu'on fait chez les enfants, mais qui ont été reproduites chez l'animal. Quand vous soumettez l'animal à un bombardement sensoriel, sonore, visuel ou olfactif d'ailleurs, tel qu'on soumet, qui ressemble à celui dans lequel les écrans font grandir nos enfants, on a des troubles de l'attention, de l'impulsivité, de l'apprentissage, etc. Oui. Voilà, on a aussi c'est-à-dire que Michel Desmurger, ça veut dire que l'enfant qui est trop exposé n'arrive plus à glaner d'informations. Ici ou là, il n'arrive plus à vivre de liens sociaux. Ça aussi, les conséquences. Est-ce que c'est une forme d'asservissement ? Est-ce qu'on peut aller jusque là ? Il me semble que si on pense notre liberté en termes d'être capable de penser le monde, d'interagir dans la cité, de prendre des décisions, de comprendre le monde qui nous entoure, alors oui, je pense que si on le prend dans ce sens-là, c'est une forme d'asservissement parce que on prive nos enfants de tout ce qui les fait humains. C'est-à-dire on les prive du langage, on les prive de la concentration, on les prive d'un certain nombre parce qu'il n'y a pas que du langage, il y a des connaissances, etc. Donc nos enfants... On les rend distraits. Oui, on les rend distraits. On les rend littéralement. Le problème, les jeux vidéo rendent littéralement, physiquement, mais ça personne ne le conseille, nos enfants distraits. Mais comme on appelle ça attention, on fait un espèce de savant mélange, on fait croire aux parents que c'est positif, alors que effectivement c'est un outil qui rend les enfants... Il y a une étude qui est très rigolote, c'est vous prenez des ados qui ont un smartphone et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un smartphone ont une attention qui est beaucoup plus labile, donc ils ont des troubles de la concentration. Si vous prenez ceux qui n'en ont pas et que vous leur donnez un smartphone pendant 3 mois, vous avez des troubles de la concentration qui apparaissent. Sur des tâches, ça peut aller jusqu'à 20-25% de dégradation, simplement en 3 mois, parce que vous leur avez collé un smartphone dans la main. On a les mêmes études, par exemple, on parlait de la réussite scolaire, vous filez une console de jeu à un gamin pendant 3 mois, en moyenne, ils vont jouer pas beaucoup, parce que c'est des enfants c'était des enfants dans cette étude de milieu favorisé, dans enfants dont les parents faisaient attention. Ces gamins-là vont jouer une demi-heure par jour pendant 3 mois, et vous avez une chute dans tous les domaines de la réussite scolaire qui est de l'ordre de 5%. On peut penser que c'est pas beaucoup, mais sur 3 mois pour une demi-heure par jour, c'est absolument colossal, et des études comme ça, il y en a des wagons.
on voit les dégâts quand c'est pas une demi-heure par jour, mais quand c'est 3 heures ou 4 heures par jour, parce que ça arrive. Oui. Malheureusement, ça arrive. Et vous posiez la question. Qui n'a pas surpris son enfant en train de jouer à 11 heures du soir, en douce, en catimini, en train de jouer à un jeu vidéo? Oui, alors il y a le sommeil aussi, dont on pourrait parler, mais, bien sûr. Vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que les choses s'améliorent? Oui. Le résultat, c'est non, elles ne s'améliorent pas, mais la seule, si j'ose dire, s'il y a une raison d'espérer, c'est justement parce que ça commence à se voir. C'est-à-dire pendant longtemps, on nous a fait le pataquès, c'est des digital natifs, ils sont nés, et on nous a fait croire qu'ils étaient super bons. Ils sont plus intelligents, ils sont plus ouverts, ils sont plus réactifs. Tout ça, on sait maintenant que pour le dire franchement, c'est du flan. Voilà, c'est de l'enfumage, lobbyiste, c'est vraiment complètement bidon. Et le problème, c'est qu'on peut plus, quand on commence à dire ça aux parents, aux enseignants, aux orthophonistes, les gamins, ils les voient. C'est un peu comme le réchauffement climatique. On a amusé les gens pendant 30 ans à leur dire, attention, il se passe quelque chose. Et c'est quand sont sortis, je me souviens, les photos des glaciers là dans le moment qui commence, que les gens se sont dit merde, ça se voit, il y a quelque chose. Et voilà, c'est un peu la même chose. Ça commence à se voir. Et les gens sont de moins en moins perméables et les parents sont de plus en plus attentifs, les professionnels de l'enfance, aux effets que ça peut avoir. Et je pense que s'il y a une source effectivement d'optimisme possible, alors en même temps c'est pas une bonne nouvelle parce que si ça commence à se voir, c'est que les dégâts sont déjà pas nuls, mais ça va nous pousser à agir peut-être. Michel Desmurger, en milieu scolaire, on encourage le digital quand même. C'est un problème, non? Alors je sais pas, non. Non, c'est un problème, mais il faudrait nous dire la vérité. Alors, à un moment donné qu'on décide qu'il faut enseigner l'informatique à ses enfants, qu'on commence en fin de collège ou en début de lycée, j'ai aucun problème avec ça. Il faut leur enseigner l'informatique. Ils sont mauvais en informatique, il faut leur enseigner l'informatique. Après, qu'on nous dise que ces outils numériques-là, c'est positif pour l'apprentissage et le développement, alors là, c'est vraiment une gigantesque arnaque, parce que toutes les études, dont les études PISA, montrent que plus on investit dans le numérique, et plus les résultats des élèves se dégradent. C'est les pays qui ont le plus investi, qui ont vu les résultats de leurs élèves progresser le moins rapidement. Cette cause se dégrader le plus rapidement. Ça, c'est intéressant. Et donc simplement parce que il faut dire la vérité aux gens. Johnson avait fait ça avec la télé. Il avait été, je crois que c'était au Fidji, et il leur avait dit, voilà, on n'a pas les moyens de mettre des profs partout, donc on va mettre des télés. C'est mieux que rien. Et donc le numérique à l'école, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on a du mal à recruter des enseignants. On a de plus en plus de mal à recruter des enseignants compétents. Donc à un moment donné, il faut bien mettre quelque chose devant les élèves. Donc c'est mieux que rien. C'est mieux que de les mettre dans un placard à balai tout seul. C'est moins bien qu'un enseignant compétent. Et ce qui est fascinant, on nous sort toujours une étude française qui montre un résultat marginal. C'est-à-dire que ils ont demandé les enseignants de faire des projets. Ils sont investis des enseignants qui étaient compétents sur projets structurés. On a sorti ce qu'il y avait de meilleur dans ces projets, les projets optimaux, et on s'aperçoit que l'effet, c'est à peu près 1 à 2 places. L'enfant qui a ses outils, il va gagner 1 à 2 places quand l'enseignant est hyper motivé, formé, etc. Dans le meilleur des cas, à comparer à d'autres études qui montrent, le département de l'éducation américain montre que si vous formez un enseignant pendant 50 heures, vous gagnez 5 à 6 places. Donc, globalement, c'est négatif parce que ça remplace des enseignants, et même quand c'est mis entre les mains d'enseignants compétents, l'effet est marginal. Alors, ça m'amène à l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette intelligence artificielle? Est-ce qu'il va falloir interdire les portables, par exemple, dans les lycées? Aujourd'hui, c'est interdit, réglementé au collège et évidemment en école élémentaire, mais on réfléchit à interdire dans les lycées maintenant. Enfin, c'est une question posée. Oui, alors ils ont réfléchi à interdire ça bien avant ChatGPT. Bien avant, mais dans les lycées. Oui, après ChatGPT, je veux dire, c'est l'outil optimal de la triche. On peut encore détecter ce genre de choses. Voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants, c'est-à-dire que voilà, un enfant. Parce que l'intelligence artificielle nous envahit, donc on va être envahi par l'intelligence artificielle. Oui, mais ça peut être. Pour nous, par exemple, ça peut être un outil sympa. Je veux dire, ça permet de détecter, par exemple, l'intelligence artificielle permet de détecter des tumeurs qu'on voit pas à l'œil nu sur des radios. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est en gros, c'est ce qu'on en fait. Si c'est pour se substituer à l'intelligence de nos enfants et qu'on nous dise, ils ont plus besoin, c'est parce que c'est un discours récurrent depuis des années, ils ont plus besoin de savoir les choses parce que tout est sur Google, l'intelligence artificielle. Alors là, c'est un problème parce que pour réfléchir, pour penser, on a besoin d'informations, on a besoin de langage, on a besoin de connaissances, etc. Donc, si ça se substitue au cerveau de nos enfants, et en gros, c'est l'idée, c'est ce qui inquiète les gens, c'est-à-dire que ces trucs-là vont penser à la place des gosses. Il n'y a plus d'échanges. Oui, il y a moins d'échanges. Oui, il y a moins d'échanges, il y a moins d'échanges humains, vous mettez moins de preuves devant les gosses, etc. Ben évidemment.
Bon, il faut être optimiste quand même. Enfin, je suis content que vous soyez venu pour nous avertir, pour avertir tous les parents qui nous écoutent. Parce que c'est extrêmement, extrêmement important. Merci Michel Demurger. Et puis, on peut toujours vous trouver votre livre, hein, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Hein. Ça, n'oubliez pas, parce que j'avais été marqué par ce livre. 2019. Il est 12h26. Merci de nous accompagner le matin sur Sud Radio. André Berkoff.